m'appelle Yorick Demonbine, j'ai 47 ans, j'ai fait des études de commerce, de sciences politiques, de philosophie et d'administration publique. Je suis haut fonctionnaire, je travaille à la Cour des comptes, je suis conseiller référendaire. J'ai aussi eu une expérience dans la politique, comme conseiller de Fillon à Matignon, et dans l'industrie privée, dans le pétrole, chez Total. J'ai découvert Bitcoin en 2016, je me suis intéressé aux cryptos, à la blockchain, à tout ça, puis je suis revenu vers Bitcoin, qui pour moi est le sujet le plus intéressant et le plus prometteur. En quoi Bitcoin est un projet de société? Bitcoin, un projet de société, peut-être à deux égards. D'abord, c'est une transformation de la monnaie. C'est la possibilité de sortir du système monétaire actuel, qui est profondément vicié, inefficient, injuste et inefficace. Donc c'est l'idée d'aboutir à une monnaie plus saine, plus respectueuse des droits et plus efficace pour l'économie. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, Bitcoin, c'est une infrastructure, c'est un protocole qui complète l'avancée, le développement d'Internet et qui va permettre probablement de nouvelles applications utilisant le stockage et le transfert de valeur avec des effets sur la société qu'on ne peut pas forcément prévoir maintenant, mais dont on peut imaginer qu'ils vont être positifs puisqu'ils vont décupler les possibilités, les potentialités au service des utilisateurs et au service de l'efficacité économique et de la justice. Qu'est-ce qu'un système capitaliste normal? Le capitalisme, c'est la propriété privée des moyens de production. Et ça engendre l'accumulation du capital. Et en fait, on est largement sorti d'un système de propriété privée des moyens de production et d'accumulation du capital, parce que facialement, cette propriété privée est reconnue, officiellement elle est reconnue, mais dans les faits, elle est rognée de toutes parts par de multiples aspects, de multiples interventions réglementaires, fiscales, des interventions de politique économique, des politiques publiques en tout genre, qui font que finalement les incitations économiques vertueuses qui doivent normalement découler de la propriété privée des moyens de production disparaissent, sont atténuées, érodées, voire complètement supprimées. Et donc, il y a de moins en moins d'incitations à accumuler du capital. Et un des éléments clés, c'est le système monétaire. Le système monétaire qu'on a n'incite pas tellement à accumuler du capital, puisque c'est une monnaie fondante, finalement. Et donc, quand on critique le capitalisme aujourd'hui, en fait, on se trompe de terme, on critique le système actuel, qui est profondément critiquable, et on croit qu'on s'attaque au capitalisme, alors qu'en fait, on s'attaque à autre chose, on s'attaque à une forme de dégénérescence du capitalisme engendrée par un excès d'intervention publique. On est dans un système de capitalisme de connivence aujourd'hui, où les grandes entreprises obtiennent des privilèges de l'État, et les gouvernants, en retour, obtiennent des privilèges des grandes entreprises, et notamment du secteur financier. Et on est dans un système totalement vicié par une forme de monnaie qui n'existerait pas dans un système capitaliste normal. Dans un système capitaliste normal, la monnaie est privée, elle fonctionne complètement différemment de la monnaie fiat, et c'est plutôt une sorte d'étalon or tel qu'on l'a connu au XIXe siècle, où la politique monétaire n'existe pas, elle est absente. Et donc un des intérêts de Bitcoin, c'est peut-être de revenir, enfin de donner l'occasion de revenir au vrai capitalisme, qui est un système plus juste et plus efficace que le système qu'on a aujourd'hui. Quel problème résout les monnaies numériques de banque centrale? Avec les monnaies numériques de banque centrale, les banques centrales, et plus généralement les États, s'imaginent qu'ils vont régler le problème de Bitcoin, enfin du Bitcoin et des crypto-monnaies en général, qui représentent un problème pour eux. Les crypto-monnaies représentent un traumatisme pour la puissance publique, puisque c'est une remise en cause du système monétaire qui bénéficie à la puissance publique. Donc les MNBC sont une réponse, mais c'est probablement une réponse illusoire, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut profondément perturber l'économie et restreindre encore plus les libertés, mais ça ne suffira pas à éviter l'essor du Bitcoin, qui au contraire va être en fait un refuge
par rapport à ces outils qui sont extrêmement dangereux. Comment vous expliquez qu'il n'y ait aucun débat démocratique sur les MNBC ? Pour deux raisons. D'abord parce que ce sont des sujets extrêmement complexes. La monnaie, c'est probablement l'aspect le plus sophistiqué, le plus complexe de la science économique. Et les citoyens sont traditionnellement mal formés et mal informés sur ces sujets. Et c'est peut-être pas un hasard. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis le deuxième aspect, c'est que qui est en fait complètement lié, c'est que la puissance publique préfère avancer sans trop demander l'avis des citoyens sur ces sujets et plutôt les mettre devant le fait accompli. Et donc plus tard ils se rendront compte de ce qui est en train de se passer, et mieux ce sera pour eux. Et alors il y a quand même beaucoup de communication, etc., mais elle est très biaisée, elle est trompeuse. Elle se veut bienveillante, prudente, positive, mais en fait elle vise à dissimuler la réalité de ce que c'est. La réalité des MNBC, c'est que c'est un outil de contrôle, de surveillance, de pilotage et de restriction des libertés politiques et économiques. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'État s'est approprié la monnaie ? Alors, parlons plutôt de la puissance publique en général, parce qu'elle englobe plusieurs entités, le gouvernement, le Parlement, les banques centrales, les autorités administratives indépendantes. Et l'appropriation de l'institution sociale qu'est la monnaie par la puissance publique a commencé dès l'origine de la monnaie, en fait, dès les tout débuts de la monnaie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que monnaie et État sont intrinsèquement liés. Alors qu'en fait, ils ne sont pas intrinsèquement liés, ils sont liés de manière contingente, c'est le résultat d'une évolution historique. Ça s'est fait par étapes progressives, notamment la réglementation de la production des pièces et la réglementation du secteur bancaire. Un exemple tout simple, pendant très longtemps, le système des réserves fractionnaires était interdit par les États. Les banques n'avaient pas le droit de prêter plus que ce qu'elles avaient dans leurs réserves pour ne pas créer des situations de fragilité qui aboutiraient à spolier les déposants. Et puis progressivement, les gouvernants, les souverains, les dirigeants, les rois, etc., se sont rendus compte qu'ils avaient un intérêt à autoriser les réserves fractionnaires, parce que ça permettait aux banques de prêter beaucoup plus, notamment aux gouvernants. Ça permettait donc aux souverains d'obtenir des prêts plus facilement pour se financer. Et puis il y a un autre exemple qui est typique, qui est la manipulation de la teneur en métal des pièces par les gouvernants. On appelle ça l'altération des pièces. Les souverains s'arrogeaient un droit de surveillance, de pilotage de l'industrie de production des pièces, qui leur permettait ponctuellement de faire distribuer des pièces dont le taux en or ou en argent était inférieur à celui de la valeur faciale. Et donc, ça aboutissait à spolier les détenteurs des pièces qui, elles, en fait, avaient une valeur complète, puisque, en fait, la valeur unitaire, le pouvoir d'achat unitaire de ces pièces diminuait, et ça donnait un surcroît de financement aux souverains qui, eux, en fait, possédaient beaucoup de pièces. En fait, ça a été dénoncé dès le XIIIe, XIVe siècle par des grands penseurs comme Nicole Oresme, un immense penseur, scientifique, théologien, philosophe, économiste, un économiste avant l'heure, qui avait identifié ces phénomènes, qui les avait dénoncés avec un raisonnement économique et un raisonnement moral, en montrant que c'était profondément immoral, que c'était une spoliation. Donc voilà, il y a eu une évolution qui a duré en fait des millénaires pratiquement. Et puis il y a eu une accélération au XXe siècle. Au préalable, il y a eu la création des banques centrales, qui étaient des entités nouvelles, à qui on donnait des pouvoirs nouveaux. Et au XXe siècle, il y a eu deux étapes majeures. Il y a eu la sortie de l'étalon or à l'occasion de la Première Guerre mondiale, là encore pour permettre aux États de financer des dépenses exponentielles liées à la guerre, et donc par la même occasion de prolonger la guerre, de la rendre encore plus sanglante. Et la deuxième étape, c'est la sortie de l'étalon de change or, qui est le système de Bretton Woods, créé en 1944, et dont on est sorti en 1971 parce qu'il était intenable. Et il s'est effondré sur lui-même, et donc les gouvernants, et surtout les États-Unis, ont décidé d'en sortir. Et là, ils avaient deux options.
ils avaient soit revenir à un système vertueux, fondé sur une monnaie saine, par exemple l'étalon or, ou au contraire aller encore plus loin dans le contrôle politique de la monnaie et dans un régime inflationniste. Et c'est cette deuxième option qu'ils ont choisie en établissant l'échange flottant et un dollar fondé sur plus rien du tout. Plus rien. Et donc les autres monnaies, pareil, fondées sur rien du tout. Et donc à partir de 1971, on a eu une monnaie purement virtuelle, pilotable à discrétion par les États, à leur propre profit, déguisée dissimulée derrière une justification en faveur de l'intérêt général. Mais ça a été en fait un fiasco, puisque ça a engendré une inflation immense dans les années 70, qui a nécessité des politiques monétaires radicales dans les années 80, qui ont été extrêmement douloureuses. Et ensuite, on connaît la suite. Les étapes suivantes ont été 2008 et la crise du Covid, 2 épisodes où les politiques monétaires sont devenues hyper expansionnistes et ont dégradé encore plus l'institution de la monnaie et ont favorisé au passage l'essor d'une solution alternative, les crypto-monnaies privées et surtout le Bitcoin. Justement, en parlant du Covid, quelles sont les conséquences de la politique du quoi qu'il en coûte ? Le quoi qu'il en coûte aboutit à un endettement immense. Je ne parle pas que de la France, mais c'est une politique qui a été suivie dans le monde entier. Donc une dégradation des finances publiques et des dettes publiques qui deviennent totalement insoutenables, alors même que ça faisait des années qu'on disait déjà qu'elles étaient insoutenables. Alors on pourrait penser, puisque ça faisait longtemps qu'on le disait, finalement, elles ne sont pas si insoutenables que ça. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus on estime qu'elles sont insoutenables parce qu'elles se dégradent, et plus elles sont vraiment insoutenables, et plus le choc qui va en résulter va être spectaculaire et douloureux. Et donc, en parallèle de cette dégradation des finances publiques, il y a eu un expansionnisme absolument sidérant de la politique monétaire, création monétaire absolument vertigineuse, qui dégrade encore plus l'institution qu'est la monnaie, et qui incite à une fuite vers des valeurs refuges, immobiliers, titres financiers, art, crypto-monnaie. Et donc, il y a un consensus parmi les économistes du courant autrichien, par exemple, pour dire que ce régime-là n'est pas tenable, il finira par s'effondrer. Ça peut prendre des décennies, il finira par s'effondrer, et ça peut passer par un détour autoritaire, c'est-à-dire que les États potentiellement feront tout ce qu'ils pourront pour s'accrocher à ce système et n'hésiteront pas à mettre en place des mesures très autoritaires pour l'empêcher de s'effondrer, en restreignant les retraits d'argent des comptes en banque, en restreignant de plus en plus l'usage du cash, par toute une série de mesures répressives. Mais on n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie qu'on puisse émettre sans limite qui ne finisse par s'effondrer totalement et être remplacée par une monnaie plus saine, même contre l'avis des gouvernants. Ça n'est jamais arrivé. Donc, on peut le comprendre de manière théorique, et donc il est urgent de réfléchir à ces phénomènes en les appliquant à l'époque actuelle pour comprendre ce qui est en train de se passer et pour s'organiser, pour faire face à ce qui va arriver. L'INSEE nous dit qu'en 2022, il y a eu plus de 45% de prélèvements obligatoires. Dans le même temps, on a le sentiment que tout semble se dégrader. Où est-ce que va l'argent ? Les prélèvements obligatoires, ils servent à financer énormément de choses. Ils servent à financer le fonctionnement de l'État, des politiques publiques et tout l'État-providence. L'assurance maladie, le chômage, énormément de choses. Et donc, en fait, c'est devenu, une énorme partie de l'économie qui est maintenant pilotée par la puissance publique à travers ces différents organes. La puissance publique est devenue une sphère extrêmement complexe avec beaucoup d'acteurs différents. L'État, les collectivités locales, les assurances sociales.
Et donc, c'est vrai que cette question est intéressante parce que le citoyen, le contribuable, a de plus en plus de mal à comprendre à quoi sert cet argent qui est issu de ses impôts ou des prélèvements obligatoires sur son salaire. Et c'est pas normal. Dans une démocratie, l'impôt est voté par le Parlement pour que la puissance publique ne puisse pas se financer sans limite et pour que les citoyens aient un droit de regard et puissent décider quand même de ce qu'on fait de leur argent. On a ajouté tellement de strates d'administration entre l'État central, les collectivités locales, etc., que le citoyen, le contribuable, l'administré, ne sait plus vraiment qu'est-ce qu'il donne, à qui, pourquoi faire. Alors évidemment, il y a des institutions comme la Cour des comptes qui sont là pour essayer d'expliquer les choses, mais c'est très complexe. Ça demande du temps pour s'y intéresser. Les médias essayent de faire un peu leur travail en parlant de ça, mais c'est pas sûr qu'ils le fassent correctement. Il y a des associations, des organismes indépendants qui essaient de contribuer à cette information. Mais fondamentalement, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de voile d'ignorance entretenue presque à dessein par la puissance publique pour qu'on n'y comprenne rien. Et il y a des sociologues qui ont analysé ça. Quelqu'un comme Michel Crozier a montré qu'il y avait des organisations qui avaient intérêt à créer de la complexité parce que ça donne du pouvoir aux gens qui comprennent quelque chose, à la petite minorité qui comprend quelque chose. Et typiquement, dans la sphère publique, les gens qui ont le pouvoir, c'est la technostructure, ce sont les technocrates, les hauts fonctionnaires. Et une bonne partie des députés, par exemple, des parlementaires, en fait, n'y comprennent rien, sont complètement perdus. Et donc, ils sont condamnés à gesticuler, à faire les clowns, etc., pour exister médiatiquement. Mais fondamentalement, ils n'ont pas le temps de lire les milliers de pages de documents, etc. Ils ne sont pas formés pour ça, et ils se plaignent eux-mêmes que le pouvoir leur échappe et qu'il appartient finalement à des hauts fonctionnaires qui restent en place, quelles que soient les alternances politiques. Et donc, c'est une perversion de la démocratie. La démocratie ne devrait pas fonctionner comme ça. Mais est-ce que c'est factuel, ce sentiment que tout semble se dégrader tout autour, alors qu'on atteint des records en termes de prélèvement ? C'est pas incompatible le fait qu'il y a énormément d'argent utilisé et que l'efficacité de cette utilisation diminue. Parce que pour que l'argent soit utilisé de manière efficace, il faut des incitations économiques. Et par exemple, l'économie de marché fournit des incitations économiques qui ont prouvé leur efficacité, qui sont fondées sur la propriété privée, l'échange libre et la concurrence, qui incitent chaque entrepreneur à donner le meilleur de lui-même, à être innovant, à faire des efforts, à produire le mieux possible, le plus possible, pour des coûts les plus faibles possibles. Et c'est donc un des grands mérites de l'économie de marché, c'est d'avoir mis en place ces incitations économiques. Or, dans la sphère publique, il n'y a pas ces incitations économiques. Il n'y a pas ces incitations fondées sur la stimulation de l'innovation. L'innovation n'est pas une valeur au sein de la sphère publique. C'est pas du tout une valeur qui est prônée, qui est récompensée ou stimulée. Il y a d'autres valeurs dans la sphère publique, il y a l'autorité, l'ordre, la règle, etc. Mais tout ça n'incite pas à l'efficience, à l'amélioration du service pour la réduction des coûts. Et puis il y a des phénomènes aussi éventuellement de corruption, de clientélisme. Il y a une autre forme de dégénérescence de la démocratie qui est que les gouvernants ont intérêt finalement à promettre un maximum de dépenses à chaque catégorie d'intérêt pour obtenir un maximum de votes. Et quitte à dégrader finalement le fonctionnement de l'économie globale, et en fait c'est devenu un fonctionnement un peu inévitable de la sphère politique. C'est-à-dire que chaque groupe d'intérêt croit recevoir des avantages à son profit, et donc est très content, mais subit aussi en partie les inconvénients de ce gaspillage d'argent, et tout le monde en subit les conséquences, mais ce gaspillage, il est diffus, il est difficile à mesurer, et il est décalé dans le temps, alors que les avantages octroyés par des dépenses ciblées sur des catégories d'intérêt sont immédiats et visibles.
Et donc, il y a ce décalage d'analyse qui fait qu'en fait, il y a une sorte de cercle vicieux de la dépense publique et de l'inefficience publique. Donc voilà, on pourrait en parler très lentement, il y a beaucoup d'études et de réflexions là-dessus. Et c'est très difficile de sortir de cette logique. Et le risque, c'est qu'elle continue, que les inconvénients s'amplifient et que finalement, ça aboutisse à un effondrement qui sera extrêmement douloureux socialement. Et qui en pâtira en priorité, ce sera les plus faibles. Ceux qui n'auront pas eu le temps de s'équiper, de s'organiser pour faire face à un effondrement brutal tel qu'on en a connu dans d'autres pays, hein, en Grèce ou ailleurs. Quel prix aujourd'hui faut-il payer pour la liberté d'expression ? La liberté d'expression, c'est assez frappant. Aujourd'hui, elle est de plus en plus reniée, considérée comme dangereuse a priori, comme menaçante pour les équilibres sociaux, la coexistence pacifique, etc. Ça, c'est vraiment très impressionnant, très étonnant. Et donc, on a tendance à la restreindre et finalement à n'autoriser que des propos qui ne choquent personne, qui n'agressent personne, qui n'offensent personne. Et les gens qui finalement se rebellent contre ces restrictions finissent par en payer un coût certain, une forme de diabolisation morale qui est extrêmement pénible, et parfois des poursuites judiciaires, même dans les démocraties, même dans les États de droit. Ne parlons pas évidemment des régimes autoritaires où là, la liberté d'expression n'existe pas du tout. Mais le plus étonnant, c'est vraiment dans la démocratie. La liberté d'expression n'est plus une valeur. En fait, la vraie liberté d'expression, c'est la liberté de dire des choses qui offensent autrui. Évidemment, inciter au meurtre, c'est autre chose. Ça, c'est pas offensant, ça doit être condamné. Mais des propos offensants ne devraient pas être condamnés. Parce que l'offense, c'est quelque chose de totalement subjectif. Et donc, ne pas prononcer des propos offensants, c'est une règle qui est difficilement universalisable. Or, en philosophie du droit, et dans les régimes démocratiques depuis 200 ans, depuis les Lumières, il y a l'idéal qu'une règle du juste doit pouvoir être universalisable. Donc, c'est important que chacun, effectivement, réfléchisse à ça et prenne conscience que si la liberté d'expression est de plus en plus rognée, ça va mal finir. C'est pas du tout une évolution saine. Je sais qu'un de vos sujets de prédilection, entre guillemets, c'est l'idée de dépolitiser la monnaie. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce que c'est et comment est-ce qu'on peut aller vers cet idéal ? La monnaie a été politisée dans le sens où elle a été appropriée par la puissance publique pratiquement dès sa création, hein, et elle est devenue un enjeu de débat public au sens de débat politique, la politique étant la sphère à laquelle s'appliquent des décisions bénéficiant du monopole de la violence légitime, définition de l'État par Max Weber. Or, il n'y a pas de raison, intrinsèquement, fondamentalement, que la monnaie fasse l'objet d'un débat politique. Alors, tout de suite, on peut, protester face à cette affirmation en se disant « mais la monnaie, ça concerne le bien public, l'intérêt général, donc ça doit faire l'objet d'un débat politique ». Mais là, je pense que c'est une vision qui est profondément dévoyée de ce qu'est l'intérêt général. Il y a plein de choses qui concernent l'intérêt général et qui ne doivent pas faire l'objet d'un débat politique, qui ne doivent pas être soumises à la décision politique, à la coercition de la loi. Parce que la loi, quand elle impose quelque chose, elle met en œuvre une forme de coercition. On estime qu'elle est légitime, cette coercition, qu'elle est acceptable, mais c'est une coercition. Et donc, il est important de bien définir les contours de la loi pour éviter qu'elle s'étende à toutes les activités humaines. Or, la monnaie ne devrait pas faire partie de ces choses. À l'origine, intrinsèquement, elle n'en faisait pas partie. Elle a été créée par un ordre spontané du marché pour faciliter l'échange entre les individus. Elle n'a pas été décrétée par la puissance publique. Elle a fait l'objet d'expérimentations, de tâtonnements par des individus libres, spontanément, qui ont proposé des choses qui pouvaient servir comme intermédiaires d'échange.
Et quand on la politise, c'est-à-dire quand on lui applique des règles, quand la puissance publique concrètement décide, de qu'est-ce qui doit être utilisé comme monnaie, et deuxièmement, comment est-ce qu'on doit piloter l'émission de cette monnaie, sur ces deux critères, si c'est la puissance publique qui s'en charge, eh bien, on aboutit à toutes les catastrophes du XXe siècle, c'est-à-dire des épisodes d'hyperinflation, des cycles économiques énormes, des crises financières, des effets sociaux injustes, notamment l'effet Cantillon, des financements de dépenses publiques sans limite, notamment pour faire des guerres. On aboutit à tout ça. C'est ça la politisation de la monnaie. Et donc, il me paraît utile de s'interroger sur est-ce que c'est vraiment la bonne solution. Et si on veut dépolitiser la monnaie, il y a plusieurs méthodes. Il y a celle de Hayek, proposée dans les années 70, consistant à lever le monopole sur l'émission monétaire. Même si aujourd'hui il est délégué aux banques commerciales, il fait toujours l'objet d'un monopole décrété par la puissance publique. Donc si on lève ce monopole, on laisse des entités privées créer des monnaies et puis que la meilleure gagne. Mais à ce moment-là, on a des monnaies qui sont dépolitisées. Ou alors, il y a une autre méthode qui est préconisée par un économiste qui s'appelle Rothbard, qui dit, une concurrence des monnaies privées, on sait déjà à quoi elle aboutirait. Elle aboutirait probablement à un retour d'une préférence naturelle pour les individus pour ce qui a fait ses preuves au cours des millénaires pour être une monnaie efficace, c'est-à-dire l'or. Donc, autant revenir directement à l'or et que ça soit organisé par la puissance publique, que la transition soit organisée par les gouvernants pour retourner à un étalon or. Et puis il y a une autre méthode qui n'avait pas été prévue par les économistes, qui est l'émergence d'une monnaie fondée sur un protocole informatique décentralisé, avec un cap d'émission, et qui permet des transactions incensurables en étant des intermédiaires. Et au début, personne n'y a cru, et en fait, c'est en train de progresser, et maintenant, de plus en plus de gens comprennent que c'est une solution viable. C'est Bitcoin. Éventuellement les autres crypto-monnaies, mais on comprend bien que pour que cette solution se développe, il faut qu'elle soit la plus sécurisée possible. Parce qu'évidemment, elle se heurte à des intérêts immenses, et donc il est naturel qu'elle soit attaquée de toutes parts, et donc il faut qu'elle soit la plus solide, la plus robuste. Or, il est possible qu'aujourd'hui ce soit Bitcoin la plus robuste techniquement, la plus résistante à des attaques techniques et politiques. Et donc avec Bitcoin, on a une monnaie saine qui est dépolitisée. Parce que même si des gouvernements essayent d'instaurer un débat politique sur elle, parfois même instaurent un cours légal du Bitcoin, comme c'est le cas au Salvador, ce qui est important, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir sur le régime d'émission du Bitcoin. Ils ne peuvent pas décider de créer plus de Bitcoin que ce qui est prévu dans le protocole, parce que ça leur bénéficierait d'une manière ou d'une autre. C'est ça le critère majeur. Donc c'est une monnaie qui leur échappe, qui est dépolitisée, et qui peut être utilisée de manière libre par les individus à leur profit, sans que la puissance publique n'y puisse rien. Donc c'est un traumatisme pour la puissance publique, et donc c'est normal que pendant quelques années, voire quelques décennies, ce soit un petit peu la confusion, et qu'il y ait toutes sortes d'arguments ou de critiques, ou de poncifs, ou de formes de désinformation qui circulent. Mais ce qui compte, c'est que ce mouvement est enclenché, qu'il est en train de progresser. En 2023, qu'est-ce qu'il faut savoir, un peu quel est l'essentiel à connaître sur le Lightning Network? Alors le Lightning Network, c'est la solution qui permet le passage à l'échelle de Bitcoin. Le réseau Bitcoin est limité techniquement, il ne pourrait pas être utilisé pour faire transiter toutes les transactions monétaires du monde entier aujourd'hui. Ça, c'est un choix qui est assumé. C'est parce qu'on veut limiter la taille des blocs pour garder un niveau de décentralisation des nœuds de validation important. Donc c'est assumé. Et depuis le début de Bitcoin, on savait qu'il fallait trouver une solution pour compléter Bitcoin et assurer son passage à l'échelle et le rendre utilisable potentiellement par des milliards de personnes. Le Lightning Network est un protocole open source complémentaire qui a été conceptualisé en 2015-2016, expérimenté pendant 2 ans et ouvert d'utilisation au public en 2018. Et il fonctionne depuis 2018 très bien et continue de s'améliorer, de se renforcer. Et il permet de faire des transactions en Bitcoin
mais qui ne sont pas toutes publiées et enregistrées sur la blockchain Bitcoin, avec un dispositif d'une ingéniosité extrême, d'une immense intelligence. Il permet des transactions en Bitcoin qui ne sont pas toutes publiées et enregistrées sur la blockchain Bitcoin, ce qui est un enjeu de sécurisation vertigineux. Rendre possible cette prouesse était très difficile. Et en fait, ça fonctionne. Ça fonctionne, et donc il y a encore des progrès qui sont nécessaires pour développer ce réseau, le tester, le rendre résistant à des attaques massives qui pourraient survenir par la suite. Mais maintenant, on se rend compte qu'il est efficace, et donc c'est une solution extrêmement prometteuse, qui permet donc concrètement des milliards de transactions en même temps, sur des montants très petits, sur des échelles de temps très, très raccourcies aussi, sur des secondes, voire des millisecondes, pour des frais de transaction qui sont microscopiques, avec une bonne robustesse technique, et même une confidentialité qui est presque sans doute meilleure que sur la blockchain Bitcoin, puisque les transactions ne sont pas publiées, elles sont moins traçables. Donc c'est une avancée considérable, c'est très intéressant. Et ce qui est frappant, c'est qu'on est en 2023 et que les médias n'ont toujours pas identifié cette avancée et continuent à propager l'idée absurde selon laquelle Bitcoin ne passe pas à l'échelle, ce qui est vraiment une grosse bêtise maintenant, 5 ans après le lancement du Lightning Network. Est-ce que tu peux rappeler les grands concepts de l'école autrichienne ? L'école autrichienne est une école de pensée qui est née à la fin du XIXe siècle, qui s'appuie sur de nombreux travaux très anciens, des grands penseurs du Moyen-Âge, etc., et qui a eu beaucoup de succès au début du XXe siècle, et qui ensuite, en fait, a été complètement éclipsée par le keynésianisme et l'école néoclassique, et qui connaît depuis quelques décennies un succès croissant, et qui a une particularité, c'est qu'elle refuse l'application à l'économie des méthodes des sciences de la nature. Ce qui, en fait, est une analyse très originale par rapport au consensus dans la science économique actuelle, qui est une science devenue très mathématisée, qui considère que l'économie doit utiliser ce qu'on appelle le positivisme méthodologique ou le falsificationnisme. C'est une méthode, un critère hérité de Karl Popper pour établir si une proposition est scientifique ou non. Et les économistes autrichiens disent « Mais non, en fait, c'est absurde de vouloir mathématiser l'économie et de vouloir considérer l'humanité comme des entités naturelles standards, puisque, en fait, les êtres humains ont une particularité, c'est qu'ils sont difficiles à modéliser économiquement, notamment parce qu'ils apprennent de leur expérience concrète. Et leur comportement évolue dans le temps, et il est difficile d'isoler les comportements humains, de les tester et de les rendre reproductibles, contrairement à toute autre entité de la nature. Donc, il faut une méthode d'analyse différente pour comprendre l'économie, le fonctionnement des échanges entre les individus. Et donc, ils ont établi une méthode complètement différente, qu'on appelle axiomatico-déductive. Donc, c'est un côté un peu jargonneux. Ça les amène à toute une série de conséquences et de propositions qu'on estime de manière générale assez libérales, c'est-à-dire qu'ils se méfient beaucoup de l'intervention de l'État, et ils préconisent de diminuer l'emprise de l'État dans l'économie. Il y a d'autres écoles de pensée qui aboutissent à des conclusions similaires, mais par des méthodes différentes, notamment le monétarisme de Milton Friedman, qui, lui, utilise le positivisme méthodologique, et très consensuel en termes de méthode. Mais il aboutit donc à des propositions de réforme libérale, mais qui ont des différences sur certains aspects, notamment en matière monétaire. Donc cette école est très intéressante, notamment parce qu'elle considère que l'économie doit être une science humaine, et pas une science mathématique, mathématisée. Elle ne refuse pas l'économétrie, la quantification des phénomènes économiques, l'observation des faits. Simplement, elle les utilise différemment dans le raisonnement théorique.
Et donc, elle a un point de vue notamment original sur la monnaie, puisqu'elle elle dit que, d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique, on doit considérer que la monnaie n'est pas une chose de l'État, et doit être dissociée de l'État. Et donc, c'est un courant de pensée qui donne un cadre d'analyse utile pour comprendre l'essor des crypto-monnaies et le fonctionnement de Bitcoin. Pour comprendre pourquoi Bitcoin a été créé et comment ça se fait qu'il existe toujours, malgré les monceaux de critiques qui s'abattent sur lui. Et comprendre aussi quel est son potentiel d'évolution. Pour comprendre tout ça, il faut en fait des grilles d'analyse théoriques et économiques et historiques. Et l'école autrichienne fournit tout ça. À qui est-ce que tu aurais une question à poser et qu'on pourrait aller voir? Alors moi, j'aimerais bien que Sosten accepte de répondre à un certain nombre de questions sur Bitcoin et sur RGB, puisqu'il est une des rares personnes en France qui comprennent quelque chose à ce protocole diabolique, qui est vraiment très complexe et qui est une des solutions pour développer les smart contracts sur Bitcoin, la programmabilité sur Bitcoin. C'est donc un enjeu quand même très intéressant, qui mérite d'être pris au sérieux. Et donc, Sosten, est-ce que tu peux expliquer RGB est-ce que tu peux l'expliquer avec des mots simples qui nous permettraient de comprendre, voilà, comme si tu voulais l'expliquer à ta grand-mère? Merci Eric. Ok.